Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, bonjour. Moi. Ça va? Merci d'être là. Ça va bien, toi? Oui, ça va. Bienvenue à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à cet épisode un peu exclusif de Balado avec Julia Créatif Routot. également. Oui, on est ici pour avoir du plaisir. Ouais. C'est le premier, peut-être pas le dernier. Paul, on s'était rencontrés à la fin du mois d'avril. Exact. Au moment où on a sorti le livre Sarah Hamel et moi, les écrans et nos enfants, la rescousse des parents. Puis on s'était promis à ce moment-là qu'on en reparlerait une fois que tu aurais fait ton devoir. Exactement. Puis c'est très rare que je rencontre des gens suite à la publication d'un livre, parce que des livres intéressants au Québec sur la politique, par exemple, il s'en écrit plusieurs. J'ai une équipe de recherche qui me fait des résumés. Mais sur ce sujet-là, comme tu le sais, c'est un sujet qui m'interpelle énormément, pour lequel j'ai beaucoup poussé sur le plan politique, qui évolue lentement mais sûrement. Donc, je voulais voir ce qu'il y avait là-dedans par rapport à d'autres choses, d'autres trucs que j'avais lus. Donc, c'était un rendez-vous ensuite. Oui, puis c'est ça, on t'a entendu souvent t'exprimer publiquement au sujet de cette préoccupation-là que tu as par rapport à l'exposition de nos enfants aux écrans, aux impacts que ça a sur leur développement, sur leur santé mentale, sur leur santé physique. Tu es toi-même papa de 3 enfants, Laurette 7 ans, Maurice 5 ans, Henri 2 ans. Bientôt 2 ans, oui. Bientôt 2 ans. D'abord, félicitations. Merci. Cette famille. Si on refaisait ensemble la genèse de cette préoccupation-là que tu as, on dirait quoi? Premièrement, mes amis ont des enfants plus vieux. Donc, moi, j'ai eu mes enfants sur le tard, mais ça m'a exposé un paquet d'amis qui se plaignent de cette situation-là. Donc, le premier signal pour moi, ça a été la partie d'entendre des parents dire « c'est pas gérable ». Puis j'essaie, mais je suis pas capable. Mais une forme de détresse chez les parents, amis à moi, qui me parlaient de ça sur une base purement amicale, là, rien de politique. Deuxième élément qui m'a amené dans ce sujet-là, les chiffres sur la santé mentale au Québec. Donc moi, ça fait quand même quelques années que je regarde la courbe ou la proportion de Québécoises et de Québécois qui ont des enjeux de santé mentale, la proportion qui sont médicamentés. Et cette histoire-là est hors de contrôle. Ouais. Intenable sur le plan de notre vie en société, intenable sur le plan du bonheur des gens, intenable sur le plan financier parce que le coût de cette prescription, de cette médicalisation est immense. Donc, il y a un mur, il y a une impasse, puis je me pose des questions là-dessus depuis quand même un bout. Et donc, se posait la question pour moi, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi moi, à la fin des années 90, début 2000, jeune adulte, je voyais pas ça, il y avait pas. Qu'est-ce qui a changé? Et un élément qui a changé à l'évidence, ce sont les technologies qui occupent notre temps, plusieurs heures par jour. Donc là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Et là, ce qui a été vraiment le déclencheur une vidéo complètement spontanée, un dimanche, en début d'année, il y a 1 an et demi, c'est que ma fille avait du temps d'écran à l'école. Donc à la fin ou pendant le cours. C'est à l'école ou à la garderie? C'était en maternelle. OK. Donc, 30 minutes, je pense que c'était une récompense. C'était, vous avez été fin, fait que vous avez droit à 30 minutes de télévision. À l'école. Ouais. Et là, moi, je nous voyais aller, ou est-ce que nous autres aussi, on faisait ça? C'est-à-dire, ben là, si vous mettez votre pyjama, il y aura 30 minutes de cailloux passe-partout, de je sais pas. Et là, c'est ça qui m'a vraiment amené à poser des questions. Et quand j'ai posé ces questions-là, ça a eu un nombre de chocs que j'avais pas soupçonné, c'est-à-dire qu'on s'est mis à parler de temps d'écran pendant 2 semaines, 3 semaines au Québec. Ça, c'était sur les réseaux sociaux. C'est juste sur les réseaux sociaux, puis j'en fais des trucs sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup moins d'impact. Mais là, je pense que j'ai touché à quelque chose qui préoccupait un paquet de parents au Québec. Et je posais des questions pour lesquelles j'avais pas vraiment les réponses, puis j'ai comme l'impression que les autres aussi voulaient des réponses. Ça en est suivi une commission parlementaire sur la question, plusieurs autres étapes. C'est pas fini. Mais c'est pour ça que ce sujet-là est parmi les plus importants, parce que c'est l'avenir. C'est aussi l'avenir de la démocratie. Parce que si une proportion élevée de la population a des problèmes, des enjeux de santé mentale, mais des enjeux aussi d'anxiété, d'intolérance à toute différence dans les idées, tu tombes rapidement dans une société qui est proche de la guerre civile. Là. Alors que la démocratie, elle implique que tu es capable de dialoguer comme on le fait, là, sans capoter. Là. Oui, puis ça part effectivement de la santé mentale, puis du développement socio-affectif, puis de la régulation des émotions en partie, de la construction de l'identité. Exact. Qui sont tous impactés par les écrans à différents degrés. Ce que je ne savais pas, mais c'est ce qui ressort du livre. Oui, c'est ça que tu as appris finalement, parce qu'on n'en a pas reparlé. Là. Les 2-3 éléments qui m'ont frappé,
c'est pas qu'une question d'apprentissage à l'école. C'est une question justement de gestion des émotions, d'interruption du lien avec le parent qui crée un vide. Il y a plusieurs aussi paliers, c'est-à-dire que tu as la question des médias sociaux qui sont vraiment comme un casino, là, c'est fait pour que tu restes scotché à cette technologie-là. Mais ensuite, tu as les méthodes d'apprentissage, donc c'est très, très contre-intuitif, mais en fait, vouloir préparer les jeunes au milieu technologique nuit à leur préparation parce qu'ils n'ont pas d'assises solides puis ils sont dans le multitasking dès leur enfance, ce qui est très mauvais pour le cerveau. Donc, c'est une science en développement, mais plus on creuse, plus l'alarme devrait sonner, là. C'est-à-dire, ça me semble assez limpide. Oui, puis on a énormément de données déjà, même si c'est une science en développement. Puis on a parfois l'impression, tu sais, moi j'ai eu à me positionner aussi par rapport à mon degré d'alarmisme parce qu'on veut pas avoir un discours justement alarmant. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'aurais pas le choix. Tu peux pas cacher les faits non plus. J'aurais pas le choix parce que les faits sont alarmants. Même chose en politique. S'il y a des faits, les gens peuvent ne pas vouloir connaître ces faits-là parce qu'ils préféreraient un service à la clientèle de type « ça va bien aller ». Mais c'est parce que la réalité, elle va te rattraper. Tu peux mettre des arcs-en-ciel partout. Si la réalité, elle est là, elle va te rattraper tôt ou tard. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui, tu sais, je sais pas politiquement ça joue comment, mais c'est un sujet que je ne lâche pas. Mais le deuxième sujet que je voulais amener, c'était les parents. Parce que ce qui est frappant, c'est, je m'excuse, j'oublie toujours le nom. Le nom, c'est la technoférence parentale. C'est une interférence dans l'interaction. Là, Monsieur Technoférence. Moi, je suis pris au bout de mon téléphone en fonction de l'actualité constamment. Puis je me suis donné des trucs, là. C'est-à-dire, si un de mes 3 enfants m'interpelle, je m'oblige à prendre le téléphone puis à le tasser puis faire un contact visuel. Je réponds jamais en continuant ma tâche. Puis comment ça se passe? Peu importe le degré d'urgence. T'es dans le salon avec ton enfant qui est en train de jouer, puis toi t'as ton téléphone, puis ton cue c'est t'interpelle. Ce matin, j'étais sur la lecture d'un texte d'une lettre ouverte en préparation d'un autre sujet pour ma journée. J'ai entendu Henri crier « Papa ». J'ai posé le téléphone, je suis allé le voir, je suis allé voir ce qui se passait. J'ai dit, je vais reprendre ma lecture. Mais c'est la discipline de reprendre l'activité techno quand l'appel ou l'enfant qui rentre dans la pièce, là. J'ai un lieu de travail, là. Si l'enfant rentre dans la pièce, c'est d'arrêter. Puis c'est d'accepter que c'est ça. Donc, c'est beaucoup moins efficace. C'est très difficile en gestion d'urgence parce que en politique, souvent, la prise de position devient urgente. Si, par exemple, un autre politicien t'attaque, puis là, tout part en vrille alors que c'est pas fondé, puis là, faut que tu... C'est des moments où tu peux être stressé, c'est anxiogène. C'est ça. C'est anxiogène. Quoique, justement, si on se donne la mission, puis je pense que c'est ça qui ressort du livre aussi, là, c'est qu'il y a moyen de s'adapter, puis les dommages ne sont pas nécessairement permanents si on essaie, si on réussit à trouver une zone santé. C'est une gestion du risque, finalement, puis on peut... C'est une gestion du risque, sauf que l'éléphant dans la pièce, c'est que la gestion du risque porte également sur le parent lui-même. Surtout. Puis c'est ça qui est confrontant, parce que c'est des données qui sont somme toute émergentes de façon démocratique et universelle, là, tu sais, que tout le monde est au courant maintenant que les écrans c'est pas bon pour les enfants. C'est assez récent. Puis là, ce qu'on est en train de dire à des gens qui l'ont intégré dans leurs habitudes, puis ça devient quasiment identitaire. Parce que les gens sont constamment sur leur téléphone. Puis tu sais, je m'inclus là-dedans. Je sais pas si on a le même âge ou à peu près, mais moi, j'ai connu la fin de la cigarette. Je pense que tu es un petit peu plus jeune. Plus jeune? J'aime ça me penser jeune. Ouais, mais t'as l'air jeune. Mais j'espérais que moi aussi. Mais dans le sens, je sais pas si t'as connu la fin de la cigarette. Oui. Oui. Fait, souvenons-nous que la fin de la cigarette a donné lieu à des affrontements hallucinants. En rétrospective. Moi, j'avais fait passer une règle contre la cigarette dans les entrées de l'université. Parce que les portiques, c'était pas en dedans et c'était pas dehors en plein hiver. Donc, les fumeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était une zone intermédiaire. C'était une zone intermédiaire où il y avait une agglomération de 15 fumeurs dans une espèce de garde-robe. Là, c'était très petit. Et c'était comme ça pour toutes les entrées et sorties de l'université. Puis quand j'étais dans l'association étudiante, quand j'ai dit, ça marchera pas comme ça parce que c'est un nuage de boucan invraisemblable, puis les gens s'en plaignent, la réaction des fumeurs était
personnelle. C'était de l'agressivité personnellement dirigée contre la personne leur qui fait... valeur, finalement. Ben, c'est comme si j'ai prenais en chasse, alors que c'est nullement contre eux autres. C'est vraiment de dire... c'est cancérigène et ça sent très mauvais. Puis là, ben ça, c'est pas une façon de fonctionner en société. C'est pas dans ton intérêt, c'est pas dans l'intérêt de personne. Mais c'est comme si tu disais t'es une mauvaise personne. Ben, c'est-à-dire que la gestion du changement social, dans tous les domaines, amène des réactions émotives. Surtout si on est de plus en plus dans une société, puis je dis ça comme ça, là, c'est peut-être pour moi, j'ai peut-être pas raison, mais si on est de plus en plus dans une société... Ça va faire la cote. Elle me regarde, elle va leur dire, tu es sûr de ce que tu vas dire? Ben non. Dans une société où l'estime de soi et la validation de tout le monde est comme la norme et la remise en question de certains comportements est de moins en moins acceptée. Ou, ce sont des dialogues beaucoup plus ardus, je pense, qu'à une autre époque. Évidemment que ça rend certains dialogues plus exigeants. Mais en même temps, en rétrospective, après, les gens font toujours la part des choses. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Sur le coup, il peut y avoir de l'émotion. Personne n'aime avoir un miroir en plein visage. Mais l'identification de la réalité et des faits est un passage obligé pour des bonnes politiques publiques, pour des bonnes décisions dans sa vie personnelle. Les gens qui vivent dans le mensonge par rapport à eux-mêmes toute leur vie peuvent pas être heureux, à mon avis. Donc, il y a un prix. Mais ensuite, il y a également de la rétroaction positive 10 ans plus tard quand on a tenu compte de la vérité, des faits tels qu'ils le sont pour trouver des solutions par rapport à des enfants puis des adultes qui vont pas toujours bien à cause de ces technologies-là. Puis ça, on en avait parlé la première fois qu'on s'était rencontrés. Puis à ce moment-là, parce que moi, j'avais évoqué le fait que les écrans versus les enfants, c'est un sujet qui était somme toute polarisant de mon point de vue. Puis à ce moment-là, tu avais dit, ça va être vraiment moins pire que la cigarette. Tu sais, la pilule va être vraiment plus facile à faire passer. Puis moi, j'étais pas d'accord avec ça, mais finalement, on s'est pas entendu. Là, je me demande, on va-tu s'entendre aujourd'hui? Non, mais pas tant. Mais je pense que c'est plus facile que la cigarette. C'est plus facile. Oui. Même si tout le monde l'utilise. Sur la partie enfant. Mais sur la partie parent. Sur la partie parent, on le sait pas. Parce que là, c'est tout le monde qui est dépendant. Tu sais, nous, on en parle, puis on est conscientisé, puis on est sensibilisé, puis on a fait des recherches, mais on est aussi accro à notre téléphone. C'est quoi les données en ce moment en Amérique du Nord sur le nombre d'heures consacrées au téléphone par adulte? On est rendu à combien? Les adultes, ben, c'est sûr qu'on est autour de 6-7 heures, là. Mais ça, c'est pas une donnée fraîche que j'ai en tête, là. Mais c'est ça. C'est quand même du 7. C'est sûr. Mais c'est quand même avant l'invention des premiers téléphones, c'est 0. T'as de la télévision, mais encore là, la télévision, il faut que tu sois dans la salle de télévision, c'est très circonscrit géographiquement et dans le temps, parce que t'es en déplacement. Exact. Mais c'est quand même un changement sociétal. C'est fou. Très, très grand, là. Puis, les gens passent 7-8 heures par jour. Puis ça, c'est ceux qui n'ont pas des enjeux de dépendance à être constamment là-dessus. Donc, on mesure pas encore l'effet de ces changements-là. Puis ça n'a pas été débattu auparavant. Hein. Ça a juste eu lieu. Sans qu'on en ait conscience par rapport aux enfants. Sauf que sur la partie enfant, là où ça rend le dialogue plus facile, c'est que un peu comme l'alcool, supposons. Il y a eu des efforts de prohibition de l'alcool à un certain moment, ça n'a pas fonctionné. Il y avait d'autres façons de se procurer. On a fini par l'encadrer d'une autre manière, avec certaines campagnes de modération. Est-ce que ça fonctionne pas? Ce serait un débat. Mais quand il est question d'un 40 onces de whisky chez des enfants de 14 ans dans le cours d'école, ça va aller vite, là, qu'il va y avoir un consensus. Oui, mais à ce moment-là, il y a jamais eu d'enfants qui ont bu de l'alcool à l'école. Ben, si t'es laisses aller, je sais pas quelle adolescence t'as eu, là, mais si tu laisses des ados déconner, tu sais, je veux dire, ils sont capables, là, dans le sens où le consensus social. Quelle adolescence t'as eu? C'est plus ça la question. Mais ben, c'était pas ça mon sujet. Moi, j'étudiais. C'était pas ça mon sujet. Mais je pense que sur les enfants, il y a quand même une certaine facilité à aller chercher un consensus. Parce qu'on veut les protéger. Lorsque ce sera l'état de la santé mentale au Québec en général et l'identification des causes, elles sont multiples, mais il y a des causes des fois qui sont plus prépondérantes que d'autres. Là, ça peut devenir délicat parce qu'en effet, l'électeur doit se regarder dans le miroir et dire
c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'avais pas ces habitudes-là. Quels sont l'impact, les impacts de ces nouvelles habitudes technologiques-là sur mon humeur, ma disponibilité pour mes enfants, mon rendement au travail, la fragilité sur le plan de toutes les formes de santé? Ça demande beaucoup de force mentale. Ouais, mais c'est comme beaucoup d'autres questions. D'autocritique. Ouais, mais il faut laisser le temps au temps. D'autorégulation. Ouais. Puis le problème en ce moment, c'est que justement, tu sais, on parlait tantôt les fumeurs, que ça les a confrontés parce que on a ce besoin-là dans notre société d'être validé de l'extérieur, que les autres nous renvoient une image positive de nous-mêmes. Sinon, ben on est fragile, tu sais, puis on est vulnérable parce que notre identité s'est construite de cette façon-là, notre estime de soi. Puis là, le problème, c'est qu'on vient nourrir la bête avec les réseaux sociaux, avec le cellulaire. Donc, tout ça se chronicise. Alors, on doit sevrer un peu tout le monde, finalement. On va voir comment le débat évolue, mais des fois, il faut simplement laisser un peu de temps aussi de dialogue. Ouais. Donc, l'étape des enfants me semble assez consensuelle. Peut-être je vais être un peu plus ambitieux que la population là-dessus, mais c'est correct. Mais pour ce qui est de nos habitudes à nous, la santé mentale, la surprescription, tous ces changements-là, le dialogue a lieu, il va falloir laisser du temps puis voir où est-ce qu'on trouve une zone d'équilibre. Mais en général, les sociétés finissent par trouver une zone d'équilibre. Il ne faut pas être pessimiste non plus. C'est un changement technologique, ça a de l'impact. Est-ce qu'on est capable de réagir de manière à trouver une zone de confort? Oui. C'est simplement, il faut laisser le dialogue aller et laisser la question évoluer. Donc, toi, tu es positif par rapport à ça. Oui. Quand on lit la commission, tu sais, parce que j'ai lu les recommandations, il y en a 56. Au début, je me disais, c'est bon, tu sais, ils ont fait quand même un bon débroussaillage, un bon travail de recherche. Il y a plusieurs recommandations, mais plus ça allait, plus ça me connectait un peu à mon anxiété parce que je me disais, comment on va faire? Tu sais, comment on va faire? Il y a tellement de choses à faire, puis il y a c'est sûr que pour les tout-petits, c'est plus facile d'avoir le contrôle, mais quand on rentre à l'école, tu sais, là, ils ont tous des ordinateurs, puis bon, des fois, il y a des pare-feux, mais des fois, ils réussissent à aller sur les réseaux sociaux, aller jouer aux jeux vidéo. Ouais, mais non, moi, ça te stresse pas? Non. Je veux dire, une école, c'est fait pour avoir des règles, c'est fait pour éduquer les enfants. Puis c'est à l'école et à l'État d'imposer les conditions. On le voit là, la Suède, la France. Il y a tellement de pays qui se sont responsabilisés, qui se sont dotés de règles ultra claires. Non, je pense que les bases sont là. La population va comprendre la nécessité de ne pas préjudicier le développement intellectuel et affectif de nos enfants. Parce que les parents, en général, veulent évidemment que le bien de leur enfant. C'est simplement la prise de conscience de ce qui se passe parce que c'est un peu invisible. Oui. C'est avant qu'on lise tout ça, c'est pas si apparent. Puis c'est contre-intuitif même. Donc, on donne une tablette à un enfant pour le calmer. Ouais. Puis en effet, ça marche. Est-ce que ça le calme? Pas du tout. Ça le place en état de vulnérabilité encore plus grande sur le plan émotif. Et on peut comprendre si on le décortique, mais sur le coup, c'est pas si apparent. Donc, non, je pense que le travail est quand même, il y a une bonne base. Puis, c'est simplement d'être conséquent, là. Puis dans les écoles, parce que maintenant, ils l'utilisent comme outil d'apprentissage. Puis c'est là où ça peut être un peu glissant, tu sais, parce que c'est là où on les amène à faire du multitâche. La Suède a juste sorti tout ça de ces écoles. Je sais, mais est-ce qu'on va faire ça? Moi, c'est ça ma question. Ben, pourquoi pas? Parce que là, on vient d'injecter des millions de dollars pour en mettre encore plus. Oui, mais c'est de l'incompétence. À quel point on peut être le ministère de l'Éducation, ignorer toutes ces données-là, puis dire, nous autres, c'est ça qu'on va faire. C'est de l'incompétence pure et simple. Donc, est-ce qu'un prochain gouvernement doit dire, vu qu'il y avait de l'incompétence, on va continuer à être incompétent puis à faire du tort à nos enfants? Je veux dire, évidemment, faut pas être idéologue, c'est-à-dire faut s'assurer que c'est clair, précis et concordant, c'est quoi l'impact. Mais de ce qu'on comprend, si on veut préparer les jeunes à un environnement hautement technologisé, faut leur donner une enfance où est-ce qu'on leur fout la paix avec ça. Exact. Où est-ce qu'ils ont l'espace pour se concentrer, se faire des amis et se créer des bases humaines solides. On leur donne pas en ce moment. Mais dans quel univers un gouvernement dirait, moi, c'est pas grave si on leur donne pas les bases d'un développement du cerveau puis d'un développement affectif sain, ça m'intéresse pas.
C'est exactement comme la cigarette ou l'alcool dans le cours d'école. Mais c'est ça le discours. En ce moment, le discours, c'est pour préparer nos enfants. Puis tu sais, la compétence numérique fait partie des grandes compétences à développer. Mais c'est de la chimère. C'est faux. Je sais. C'est n'importe qui mais qui lit là-dessus. Mais comment on va faire, dans le fond, là? C'est qu'on enlèverait tout ça du jour au lendemain? Ben, c'est ce que la Suède et d'autres pays ont juste fait. Ouais. Puis, tu sais, les enfants, du jour au lendemain, là, ils vont à l'école puis sont bien heureux. Là. Ils s'adaptent rapidement. Il n'y a pas de questions fondamentales. Tu sais, c'est pas des droits fondamentaux ici, là. Il y a des questions plus compliquées des fois. Des fois, en politique, il y a vraiment des questions plus compliquées où c'est pas évident de faire la part des choses entre un droit individuel fondamental puis un droit collectif ou un intérêt collectif à avoir un certain comportement. Mais ici, ton enfant à qui t'enlèves les écrans, là, le lendemain, il va à l'école puis il va juste jouer avec ses amis un peu plus. Ouais. Puis ça changera rien, là. Ouais. Puis il va arriver à la maison. Il va juste mieux se développer. Puis le parent part pas avec un déficit de 1 heure d'écran en su de faire les repas, arriver crevé de la maison. Tu sais, c'est tough, là, être parent. Ouais. Si l'école pouvait ne pas nuire, tu sais, il me semble que ce serait pas si pire. Et c'est ça là, qui m'a vraiment déclenché, moi. C'est quand j'ai réalisé que ma fille partait avec du temps d'écran absolument superflu et non éducatif. Puis là, on arrivait à la maison, puis nous autres, on essayait de gérer ça. Tu sais, à un moment donné, le rôle de l'école, c'est minimalement de ne pas nuire. Encore mieux, d'orienter correctement les enfants au niveau de leur développement puis de leur santé. Puis est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, ça, par rapport à tes enfants? Parce que là, ta fille va à l'école, bientôt ton garçon aussi. Comment t'entrevois ça comme papa? Je pense qu'il y a des changements qui vont arriver assez vite, donc ils seront pas la génération sacrifiée. La génération qui a plus de difficultés, là, c'est celle qui a vécu toute son adolescence, son enfance sur les médias sociaux puis devant des tablettes, puis que tout le monde ignorait ce qui se passait. Puis on le voit, là, tu sais, les associations étudiantes universitaires viennent nous voir puis ils veulent toujours l'ajout de psychologues parce que les enjeux de santé mentale sont épidémiques au sens en augmentation. Catastrophique. Donc, une fois qu'un gouvernement prend des orientations pour protéger l'autre génération qui s'en vient, lui donner un environnement plus sain, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les préjudices sont pas irréversibles en raison de la plasticité du cerveau. Ce qui est irréversible, par contre, c'est des parents qui s'occupent pas de leurs enfants. Tu sais, un enfant pas d'amour en bas âge, il y a des moments que tu reverras pas, là. Puis ça, c'est plus délicat. Puis c'est de l'amour, oui, mais de la sécurité émotionnelle, de la connexion profonde. Parce que c'est à travers la connexion avec leur figure d'attachement principale que les enfants vont se développer. Puis tu sais, avant d'enregistrer, on parlait des rituels qui sont super importants puis qu'on perd dans notre société actuellement. Puis c'est pour ça qu'on a des crises d'adolescence, parce que la crise d'adolescence, c'est un construit social. C'est pas développemental. Ah non? Non. Tu en as parlé rapidement dans ton livre, mais au point de dire qu'il y a aucun passage les enfants obligé à la crise de l'adolescence. Vont polariser à certains moments leur attachement sur leurs amis, puis là les parents seront contredire cool, le parent aussi. À ce moment-là, puis il y a un processus d'indépendance intellectuelle, mais après, les enfants, les adolescents, quand ils vivent quelque chose de difficile à l'école ou qui ont des enjeux socio-affectifs, ils retournent vers leurs parents. Évidemment. Puis le parent reste la sécurité, puis reste le port d'attache. Mais là, on perd ça à cause de l'absence de rituel. Tu sais, à part Noël, on n'a pas vraiment de rituel. Puis ceux qu'on a dans notre famille. Tu sais, mettons que le repas, c'est important, que le week-end, on a tel moment que là, on se retrouve, on connecte, puis que les enfants, les adolescents peuvent se déposer dans le lien d'attachement. Mais c'est ça aussi qui vient, c'est ça que ça vient ébranler finalement aussi, les écrans dans les chambres à coucher, on est dans une époque très marquée par la déconstruction. C'est-à-dire que des gens, pour nous expliquer que tout ce qui se faisait avant, c'est tout croche, puis qu'on doit éliminer ça pour libérer tout le monde, là. Il y en a pas mal plus que des gens pour nous expliquer comment ça fonctionnerait sinon. Ou en tout cas, le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Si on évacue les rituels, qu'est-ce qui prend la place? Ben, ça peut être le temps d'écran. Puis là, tu te retrouves avec la société, tu sais, avec des conséquences dans ta société. Donc, je sais pas quel équilibre trouver là-dedans, dans le sens où c'est un débat qu'on a beaucoup à l'interne sur les rituels, parce que
une société complètement déracinée de son passé, des familles complètement déracinées de ces rituels-là. Si naître et mourir n'a plus de signification, c'est quoi le but d'être là? Et à l'inverse... Une perte de sens. Ouais, perte de sens. Qui nous définit comme sur le sens de l'humanité. Puis à l'inverse, imposer du sens aux gens, ça marche pas non plus, là. Ouais. Tu fais quoi, là? Tu dis, voici... Non, il faut que ce soit à l'intérieur de nous. C'est ça, voici, je vous impose des rituels, ça marchera pas. Ouais. Donc, c'est pas des questions évidentes, mais ça nous occupe dans le sens où c'est moins politique, c'est plus... philosophique. Sociologique. Mais quand même, on en parle à l'interne parce qu'on se demande tout le temps... Nous, notre objectif, au fond, c'est d'avoir une société en santé puis épanouie. On veut le bonheur. On veut des gens qui vivent du bonheur. S'il y en a de moins en moins... C'est donc bien beau, votre job. C'est-à-dire que le cap est beau. Mais c'est comme dire, je m'en vais... C'est le chemin pour s'y rendre. C'est comme dire, je traverse l'Atlantique en 1670, là. Ouais. Le cap est super beau, là, mais la traversée... Comme ça que tu te vois, dans le fond. Comme un colonisateur. Pas tant un colonisateur que celui, tu sais, qui ramasse toutes les vagues d'en face, là, comme Forrest Gump dans le film où est-ce qu'il est avec Capitaine, c'est quoi son nom? Dan? Ouais, qui est Wilson. Oh non! Toi, tu parles de... Il est sur la mer, là, puis il ramasse toutes les vagues, là. La politique, c'est, tu as un cap, ça peut être beau, mais le chemin pour se rendre, c'est très houleux. Est-ce que tu parles de Forrest Gump ou de Seul au monde? Je parle de Forrest Gump, le gars qui a sauvé au Vietnam puis qui a survécu, finit par embarquer sur sa chaloupe de crevettes. Oui. Puis là, finalement, il se ramasse dans une tempête. Puis lui, il veut braver la tempête, mais c'est à coups de vague. Puis il y a beaucoup de ça en politique, là. C'est pas du tout. Un fleuve tranquille. Un fleuve tranquille avec un soleil couchant, là. Ça ressemble pas à ça. La destination est belle. C'est-à-dire, mais encore, faut se rendre. Encore, faut-il se rendre et réussir ça. Donc, je suis pas du tout rendu où est-ce que... T'es pas arrivé à la destination. Non, je suis pas du tout à la destination. Je suis dans les vagues. Ouais. Tu te fais casser des vagues d'en face. Ça fait partie... Mais ça, c'est vrai pour toutes les partis politiques, hein. C'est un sport assez violent, la politique, mais qui a l'avantage d'être violent verbalement au lieu d'être violent physiquement, comme on le voit dans les sociétés non démocratiques. Donc... on est chanceux. Je l'accepte en me disant que c'est ça, on est chanceux que ce soit juste ça. Puis, on se lève le lendemain matin. Puis si on parle un petit peu plus de toi comme papa, parce que là, on s'est dit qu'on allait avoir du plaisir. On a eu un peu, là, mais... À date, c'est plate. Pas notre plein potentiel. Ben non. Mais tu sais, moi, les gens qui me suivent, c'est des parents. Ou des gens qui interviennent auprès des enfants. Fait que c'est intéressant aussi je trouve, de parler de cet univers-là, parce que c'est ça qui nous amène finalement à ce sujet-là, ensemble. Les enfants, les écrans, ça part de nos préoccupations personnelles. De quelle façon, tu sais, on en a parlé un petit peu au début, la technoférence parentale, quand t'es dans ton bureau, mais de quelle façon tu trouves que ça interfère des fois avec l'interaction? Dans l'interaction avec tes enfants, ça arrive-tu ou non? Pas du tout? Ah oui, ça arrive tout le temps. Ouais. Hier soir, j'avais une réunion du Conseil exécutif national du Parti québécois. Puis ma fille voulait qu'on ait fait faire de la bicyclette parce que j'ai acheté une nouvelle bicyclette. Mais je veux m'assurer qu'elle longe les routes puis qu'elle fait pas de la bifurque pas en plein milieu, là. Donc j'y vais avec elle. Et là, elle a vraiment protesté là, contre la réunion. Et il y a aussi un test, hein. Je pense que les enfants veulent savoir à quel point ils sont la priorité. Puis c'est important pour eux de savoir quelles sont la priorité. Oui, puis s'ils résistent à la limite, c'est ça. Quelle rétroaction va leur donner? Il y a une négo. Toujours une négo. Et donc, ça finit que c'est elle qui a parlé des sondages au Conseil exécutif national. C'est-à-dire, j'ai donné quelques phrases. Ta fille? Oui. De 7 ans. Exact. Parfait. Elle a dit ça au Conseil exécutif national. Tout le monde est parti à rire. Ensuite, j'ai fait une analyse parce que, comme chef, je rendais compte à mon conseil d'administration à savoir, on est là-dessus, ça, c'est une zone de risque, ça a été plus facile, etc. Et là, j'ai dit 5 minutes. Puis quand ça a fait 5 minutes, elle a dit, pas, ça fait 5 minutes. J'ai raccroché, mais elle était tellement contente. Elle avait gagné contre la politique. C'est sûr. On est allé. Elle avait gagné pour ta disponibilité. Mais tu vois, elle, c'est différent d'un enfant à l'autre. Elle, ce qu'elle a de besoin, c'est de la discussion et du temps de hyper-connexion. Là. Donc, elle, c'est les discussions père-fille, c'est les marches en forêt, les trucs en bicyclette.
Puis ça va assez vite que la question, c'est, oui, mais l'univers arrête où? Ouais. Ça va. Je la comprends. C'était ma Alors que mon deuxième, Maurice, ce matin, je suis allé déjeuner avec lui. Puis lui, s'il y a un Gatorade bleu, puis il me pose pas beaucoup de questions. Fait que tu donnes du sucre à tes enfants. Lui, c'est ça qu'il voulait. Fait que c'est à moi de jauger combien j'en donne. Mais moi, je suis pas un parent... Freak. Non. Tu veux un Gatorade, tu boiras pas ça à tous les jours, mais là, une fois de temps en temps, je te sors Gatorade. C'est le fun. Il aime ça. Puis lui, c'est jouer au baseball, au hockey, c'est investir du temps dans le sport. On se parle pas autant, mais s'il réussit à frapper un coup de circuit au-delà de la clôture du voisin, tu le vois dans ses yeux. Là, je veux dire, puis moi aussi, honnêtement, comme père, il y a rien que j'adore plus que de lancer la balle puis qu'il réussit à faire un circuit. Là, c'est comme wow. Fait que Maurice, c'était pour Maurice Richard. Ben non, mais ça a donné comme ça parce que le troisième s'appelle Henri, fait que ça commence à être bizarre pour la famille Richard, mais c'était un hasard, c'était pas. Puis Henri, lui, c'est vraiment la lecture, mais là il est à cet âge-là, il a pas encore 2 ans, il va l'avoir dans quelques jours. Et lui, c'est aller-retour, un livre, il s'installe. Il y a une technique aussi, il faut que mon bras soit autour de lui, compact. Il y a une procédure. Oui, il y a une procédure, il faut que ce soit collé, mon bras autour de lui. Puis là, j'y pointe les choses, il me pointe des affaires, je lui lis mais c'est très interactif. Et il n'a aucune raisonnabilité. Mm-hmm. Lui, là, c'est barre ouvert, puis il le sait qu'il y a un rapport de force très dominant, c'est-à-dire que j'ai de la misère à dire non. Il y a toutes sortes de techniques pour être certain. Les limites sont pas claires. Il n'y a pas de limite. Fait que c'est 20 livres, mais de mon point de vue, c'est une activité sans limite. C'est comme manger des bleuets. Ils peuvent manger des bleuets à volonté, c'est pas un enjeu que je vais gérer. Mm-hmm. Les livres, la lecture, l'interaction, c'est pas... donc, j'en donne illimité. Ça, puis se battre aussi. Mes 3 enfants adorent qu'on chamaille. C'est tellement bon, là. Qu'on chamaille. C'est des sensory seekers, probablement. À la recherche de sensations. Ça fait du bien, là, de sentir son corps dans l'environnement, de pousser. C'est comme des lionceaux, là. Ouais. C'est comme ça. Je suis enseveli, là, puis je mange des taloches. Vous battez les 4 ensemble. Oui, ils adorent ça. Ouais. Ils adorent ça. Sinon... ben c'est sûr que plus j'avance dans mon travail, plus la pression est forte sur mon horaire. Mm-hmm. Il y a des phénomènes aussi d'épuisement professionnel que je dois surveiller parce que on est 5 députés qui essaient de répondre à toutes les questions. On est traité comme un gouvernement en attente, mais avec les ressources, le 10e de ce que normalement est requis là, pour ce travail-là. Donc, il y a aussi, quand je m'absente, comme là, en ce moment, il y a une élection partielle dans Arthabasca, donc je vais souvent à Victoriaville, Plessisville. Dans ce temps-là, je rattrape... Je pense que le S est mieux. Ouais, c'est ça, c'est Plessis ou Plessisville. Ouais. Mais, ça pour dire que c'est quand même un gros sacrifice. Ouais. Et dans ce temps-là, j'essaie de trouver des plages d'activité. Fait qu'il y a le bowling. On va au bowling en famille, ça, c'est bien intéressant. Ils ont droit à une slush. Fait que là, elle est encore bleue d'ailleurs. Dans le fond, ils vont pour ça. C'est la même maudite affaire. En fait, c'est le Gatorade bleu, mais en concentré. C'est la seule constante. C'est la même, c'est leur repère. Exactement. C'est toujours aussi, c'est bleu puis c'est sucré. Puis ça représente quoi, mettons, en proportion, le temps que t'es chez vous versus le temps que t'es à l'extérieur? C'est 50-50? En ce moment, je suis à 2 jours d'absence pour 5 jours de présence. Puis par jour de présence, c'est déjeuner, souper, je suis là. Tu sais, je vais les chercher même. Puis c'est ça, comment tu fais? C'est quoi les moyens, justement? Tu vas les chercher? Tu bloques ta soirée? Ou parce que j'imagine que tu travailles en soirée tout le temps un peu? Ouais. Donc, on soupe. Je leur trouve des activités. Une journée dans la vie de PSPP. Ben, ça dépend. Parce que le gros problème, c'est quand l'actualité explose. Ouais. Parce que là, tout le monde, puis il y a de l'hypervigilance là-dedans, hein, parce que est-ce qu'on est assez rapide là-dessus? Est-ce qu'on se trompe? On vient de faire une sortie. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire? Parce que ça va très vite. Et tout le monde exige en politique d'une réponse finale et parfaite, mais dans un délai de préparation absolument absurde la plupart du temps. C'est-à-dire, aussitôt que l'actualité vient de sortir, t'as le micro sous le nez. Donc ça met de la pression sur la famille parce que cette anxiété-là, sur ton système je la ressens. Exact. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, je sais pas si j'ai raison, j'espère que je me ferai pas taper ses doigts, mais c'est de dire je peux pas être à 100% tout le temps,
mais chacun va avoir son 30 minutes. Donc, dans la séquence de mes derniers 24 heures, j'ai eu au moins 30 minutes de lecture avec Henri, au moins 30 minutes avec ma fille, d'activité de bicycle et tout ça, puis un 30 minutes de baseball, hockey avec Maurice que j'ai amené déjeuner ce matin. Donc, j'ai atteint ces objectifs-là, puis dans ces... C'est les objectifs que tu donnes pour être confortable dans ta parentalité, puis être aligné avec tes valeurs. De dire, je suis pas déconnecté d'eux autres. J'ai eu l'espace, puis pendant ce moment-là, j'avais pas mon téléphone. Mais ma job, en effet, me permet pas, je peux pas prétendre être à 100% focus et présent, parce que l'anxiété ou le stress de ma job m'habite. Et ça, c'est vraiment, je suis sûr qu'il y a des parents qui vivent ça dans tous les domaines. Si t'es pogné mentalement dans ta job, l'enfant, quand il tire sur le pantalon... Ça t'agresse. Ben, t'es pas à 100% là, en capacité de rétroaction. Parce que t'es tendu. T'es comme T'es en surcharge. T'es en surcharge. Ça, c'est tough. Puis, est-ce que t'as tes notifications constamment? Non. Ou tu regardes ponctuellement? Je mets aucune notification. Parce que c'est ça qui est difficile quand on est avec nos enfants. Tu sais, que c'est lent, c'est long. On veut être connecté, on veut être là, mais en même temps, on n'est pas maître 100% de notre horaire. Parce que moi, mon téléphone fait jamais bing, bing, bing. Là, puis il n'y a jamais de notification de nulle part. Parce que s'il fallait... Non. Donc, je sais que je dois consulter ponctuellement mon téléphone. Je génère donc intentionnellement des délais. Parce que si je consulte mon téléphone seulement dans 30 minutes, j'ai 30 minutes. Peu importe ce qui est arrivé, je ne le sais pas. Ça s'est pas rendu à moi. Ce 30 minutes-là, ben, ça peut être pour la douche des enfants que je gère, ça peut être pour n'importe quelle activité, mais ce 30 minutes-là, on pourra pas me le voler. Ça t'as-tu déjà mis dans marde, en bon français? Tu sais, d'avoir une urgence qui s'est déroulée à ton insu parce que t'étais avec tes enfants puis que c'est eux que tu priorisais? Ouais. Genre, Paul, t'étais où? Ben, c'est plus quand je lâche prise, parce qu'il y a des phases où est-ce que là, je lâche complètement prise de ma job. Tu décroches. Ben, des fois, tu te ramasses, puis il y a une prise de position, puis c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, parce que comme chef, mon rôle, c'est pas que j'ai raison plus que les autres, mais c'est quand même de m'assurer de la cohérence et de l'architecture de notre action politique. Pour moi, la dernière chose que je veux pour le Parti québécois, c'est un Parti québécois incompréhensible qui dit une chose et son contraire en fonction des aléas. Là. Donc, la cohérence de ce qu'on fait est très importante et ça demande de l'hypervigilance. Parce que l'actualité teste toujours cette cohérence-là. C'est comme une architecture qui se fait, en fait, comme le bateau. Si la coque de bateau est solide, tu vas être correct pour des vagues, mais tu te fais tester constamment. Donc oui, des fois, le fait d'être déconnecté a fait en sorte que mon intervention, elle est tardive dans le débat interne ou dans la manière de communiquer, dans le mot choisi. Rien de mortel à l'évidence, là, dans le sens... pour une équipe de 5 députés, on est quand même premier dans les sondages depuis 2 ans, là, fait que ça peut pas être si pire que ça. Est-ce que c'est toujours optimal? Moi, je pense qu'il faut que tu en laisses quand même sur la table. Faut être capable de dire mon profit pourrait être de 100 sur 100, mais en fait, je vais faire 92 sur 100, puis il y a 8 que je laisse sur la table parce que j'ai ces cycles-là de 30-45 minutes. Une publication que j'ai pas faite en fin de semaine. En fin de semaine, c'est la fête des pères. J'avais une publication. Que t'as pas rédigé? J'avais une super bonne publication sur le 3e lien. En lien avec l'autoroute 50. Pas sur la fête des pères. J'étais un peu déçue, mais OK. Non, mais j'avais une publication sur la fête, mais j'avais une publication sur la fête des pères. Sur mon père, puis etc. Mais ça, c'est facile. Ça prend 3 secondes. C'est personnel. Papa, je t'aime. Bon. Mais une prise de position politique, ça demande plus de travail. Puis je suis arrivé dimanche matin. J'avais une bonne ébauche de texte devant moi, mais elle demandait une personnalisation de la réflexion. En lien notamment avec l'autoroute 50. Parce qu'on abandonne la réflexion des endroits les plus dangereux. Donc, ça veut dire des décès pendant qu'on va mettre de l'argent dans le 3e lien. Moi, ça me sidère, ça me fâche. Donc, j'avais des bonnes choses à dire. Mais en même temps, on allait pique-niquer à l'île d'Orléans. Puis, j'ai juste tiré à la plug. Donc, cette publication-là n'a jamais eu lieu. Elle était très bonne. Elle aurait fait des articles de journaux, j'en doute pas. Elle aurait peut-être même alimenté l'actualité le lendemain. Mais c'était la fête des pères, puis on a mangé une poutine, puis on a joué au soccer dehors. Avez-vous pris la poutine au mort? Non, je l'ai pris avec les crevettes seulement. Okay. C'était bon, c'était le fun. Oui. Donc, oui, tu laisses sur la table un certain gain.
Mais en même temps, qui, si at the end of the day, est peut-être plus profitable. Parce que toi aussi, tu as besoin de ces moments-là pour c'est pas viable familialement. Te ressourcer aussi. La famille en politique peut facilement craquer. C'est le cas. Il y a plein d'exemples. Ouais. Donc, si ça craque, je risque de craquer de toute façon. T'sais, si tu as une maison, pas de fondation, ben, au prochain coup de vent, elle va tanguer, là. Alors que si ma fondation demeure, je peux avoir des difficultés, mais la fondation bouge pas. Fait que... Non, il y a de ça. Puis en même temps, si je suis capable d'avoir 3 enfants en bas âge, puis je suis chef de parti d'une formation qui a 5 députés, puis on fait le travail qu'on fait, c'est faisable à quelque part, là. C'est pas mission impossible, c'est pas factuellement impossible. Mais c'est exigeant, puis ça demande un arbitrage entre j'en laisse combien sur la table, puis quelles sont les fois où est-ce que je dis là j'ai pas le choix, faut que je fasse de la politique. Puis des fois, tu sais, ma fille à 7 ans me le dit là. Ouais. Ah non, pas ça là. Pas encore. Ouais. La maudite politique. Mais des fois, elle teste aussi son influence, là. Elle teste son pouvoir. Fait que c'est toujours aussi avec les enfants. Ben oui. C'est toujours de distinguer qu'est-ce qui est l'intérêt commun de qu'est-ce qui est un enfant qui voudrait mener tout, là. Ouais. Juste pour voir à quel point on peut se rendre. Les enfants sensibles vont là. Tu sais, puis ça se pourrait que t'aies ce modèle-là, là, selon ma compréhension, là. Mais souvent, les enfants qui sont hautement sensibles vont avoir tendance à tomber dans l'alpha. Parce qu'ils sentent, tu sais, c'est une danse relationnelle constante, puis ils sentent si la limite est plus loin ou puis eux ils veulent se rassurer aussi là-dedans. Ouais. Alors ils vont prendre le contrôle. C'est ça. Puis c'est là où c'est une danse qui est subtile puis qui est fine puis qui demande nous de la sensibilité aussi parce qu'on veut, tu sais, on veut pas qu'il y ait cette posture-là. Mais c'est la capacité du parent à non pas satisfaire l'enfant, exact, mais à trouver, à être un bon lead. C'est ça. C'est du leadership. Ouais. Et le leadership, c'est de déterminer quelle politique interne, j'allais dire politique publique parce que c'est une déformation, mais c'est la même chose. Quelle réaction, quelle règle, quel comportement nous permet d'atteindre des objectifs supérieurs. C'est-à-dire l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la famille, etc. Mais ça veut pas dire de satisfaire l'enfant dans ses revendications. C'est de lire la situation et d'avoir ce leadership-là d'adulte. Et le piège de notre époque, c'est vraiment de considérer le besoin de l'enfant comme ce que l'enfant te dit. De vouloir leur faire plaisir. Ben oui. Parce qu'il y a le désir, mais il y a le besoin. Ouais. Puis tu sais, il y a tout aussi la vague d'estime de soi à tout prix, là, où est-ce que, tu sais, le parent serait rendu à toujours dire, peu importe ce que tu viens de faire, peu importe ce que tu viens de me dire, estime de soi. Puis là, moi, je trouve qu'on opère une déconnexion avec la réalité, là. Puis c'est là où la si parentalité... l'enfant se construit une compréhension du monde qui est déconnectée des faits, c'est pas leur rendre service, à mon avis. Donc. Puis ça, c'est un peu une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. Parentalité positive ou bienveillante. Exact. Parce que ce qu'on veut, c'est répondre à leurs besoins, puis les protéger, puis leur permettre de croître, puis de grandir, puis de se développer dans un environnement affectif qui est sécurisant. Mais on veut pas leur dire qu'ils ont toujours raison, puis leur faire plaisir, puis pas mettre de limites. Moi, souvent, j'ai la discussion avec Laurette. Je lui dis, tu sais, quand elle échoue, elle a tendance à dire « Ah, je suis pas bonne, etc. » Tu dis jamais que t'es pas bonne, mais pense pas que ça va être facile. Gagner, ça arrive pas à chaque fois, puis ça arrive jamais du premier coup. Tu vas perdre 8 fois avant de gagner. Apprendre, c'est difficile. Ouais. Puis avant d'apprendre puis de le faire correctement, que ce soit ton piano, un cours de langue ou ta bicyclette, va falloir que tu te plantes un paquet de fois. Ouais. Il y a personne qui apprend par magie tout du premier coup. Mais j'essaie d'implanter cette idée-là parce que j'ai l'impression que c'est une idée qui est minoritaire aujourd'hui. Puis je trouve que ça manque dans le bagage. Ça nous ramène à la recherche de facilité. Oui. Ouais, un peu comme, c'est ça. À l'attente que ça va être la immédiat. recherche de dopamine avec un like immédiat, puis de la consommation en ligne sur Amazon, puis toutes sortes de trucs qui, en fait, ne sont pas des réalisations qui sont source d'estime de soi réellement ancrée. De satisfaction interne profonde. C'est la marge, à mon avis, puis là, je vais complètement me faire rincer par des spécialistes, mais je dis juste que moi, j'en pense dans ma parentalité. Donc ça me regarde, on est là. C'est ça. Je suis pas, là, je suis plus en politique, c'est ma parentalité, mais il y a une marge entre l'estime de soi et le narcissisme. Puis le narcissisme, c'est d'être centré sur soi, puis d'avoir une bonne opinion de soi, puis que tout est en fonction de soi, peu importe ce qu'on a fait. Ou l'égocentrisme. Ouais.
qui peut se pathologiser. Dans cette famille, c'est ça. Ouais. Puis peut-être c'est le mot égocentrique plus que narcissique que j'aurais dû utiliser, mais cette famille-là, pour moi, c'est pas la même chose que l'estime de soi. L'estime de soi, à mon avis, elle s'ancre seulement lorsque la réalisation est réelle et a demandé un effort, a demandé... Comme j'ai pratiqué beaucoup l'exposé oral de ma fille sur les objets préférés. On l'a pratiqué. C'est quoi son objet préféré? Elle en avait 5. Là. Okay. Elle avait notamment une boule qui fait de la neige que j'ai rapportée de Paris, puis qu'un jour elle aimerait ça voir Paris, puis elle était bien contente d'expliquer ça. Mais là, je l'ai travaillé avec elle parce qu'elle disait pourquoi c'était important, mais elle décrivait pas l'objet. Puis là, je disais, ouais, mais Laurette, t'as pas décrit l'objet. Fait que là, il va falloir travailler la description de l'objet pour que tes amis comprennent c'est quoi cette affaire-là, cette boule-là. Puis ça, c'est-tu des moments qui peuvent être tendus avec ta fille? Elle sent pas une pression? Non, elle, c'est le party de sa vie, là. Elle est debout sur son lit. T'es comme, papa, je fais un exposé oral. Mais elle aime ça. Ben, écoute, elle avait 3 ans et demi, puis elle mettait mes souliers puis ma passe de l'Assemblée nationale, puis elle faisait campagne électorale, là. Alors que mon fils Maurice, 0 pin bar, là. 0, aucun intérêt. Lui, il veut faire du sport. Mais tout ça pour dire que on l'a travaillé, l'exposé oral. Ouais. Quelle est l'introduction? Quelles sont les étapes obligatoires à communiquer si les amis vont comprendre c'est quoi l'objet puis pourquoi c'est important? Puis c'est quoi la conclusion? Mais à la fin, on avait tout fait ça. Puis elle était allée à l'école, tu sais, puis elle était dans sa zone. Elle l'avait travaillé. Ça, c'est de l'estime de soi. Oui. Parce qu'elle l'a travaillé, elle a appris. C'était pas évident. J'ai fait de recommencer. Elle a boudé un petit peu, mais tu sais, rien de... Puis là, c'est à l'intérieur d'elle. C'est pour ça, tu sais. Elle est capable. Toujours de... Elle le sait qu'elle est capable. Oui. Mais elle le sait qu'elle est capable sur la base de la difficulté qu'elle a rencontrée. Oui. Mais c'est là que des fois, moi, je trouve qu'à notre époque, il y a un bout sur la difficulté rencontrée là, qui est un peu éludé. Là. Je voudrais qu'on parle de la maman de votre famille, de ta conjointe. Mais je veux pas qu'on en parle en long et en large, là, mais dans le sens que ça m'est venu quand même à l'idée de... tu sais, tantôt, tu parlais de cet équilibre-là que tu tentes de joindre avec ton travail, tes enfants, mais j'imagine que la maman, que ta conjointe, y est pour beaucoup aussi, pour soutenir cet équilibre-là. Ah, il est pour pas mal plus, dans le sens que c'est la politique implique que le conjoint ou la conjointe consente à travailler dans ce sens-là et ait du temps. En tout cas, avec les choix qu'on a fait, je vois pas comment elle pourrait être à temps plein. Donc, elle a des occupations à temps partiel. Puis encore là, des fois, c'est tough, là, parce qu'elle a 3 enfants en bas âge. Ce qui est le plus tough, c'est que les enfants, des fois, en bas âge, tu les choisis pas, hein. Il y en a qui dorment pas la nuit ou qui ont beaucoup plus de difficultés. On pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est ça. Ce matin, Henri était debout à 4h15. Donc, quand moi, je me lève, ça fait déjà 2h30 que ma conjointe est debout avec... parce que c'est elle, systématiquement, qui se lève. Si je suis au... C'était des podcasts importants comme aujourd'hui. J'ai des podcasts déterminants pour ma carrière. Puis que je dois réviser toutes mes notes et relire le livre une 2e fois. Non, mais c'est ça. Donc, là, de ce point de vue-là, les vacances vont sûrement faire du bien, mais c'est sûr que c'est exigeant et que je décourage toujours les gens qui veulent faire de la politique si le conjoint ou la conjointe veut rien savoir. Parce que faut que ce soit un projet que les deux un engagement mutuel. Oui, parce que ça se traduit ensuite dans l'engagement du côté famille quand en politique ça brasse trop. Mais de ce point de vue-là, ça fonctionne très bien dans le sens que les enfants sont épanouis parce qu'ils manquent pas justement de focus. Puis elle n'a pas la même relation avec l'écran non plus parce que son travail l'amène pas à être sur Signal ou sur les textos d'actualité constamment. Puis est-ce qu'elle trouve, toi, que t'es trop sur ton téléphone? Oui, pas mal dit. Donc, on a comme une autorégulation, là. Oui. Où est-ce qu'on... Une co-régulation. Ben, c'est ça. Où est-ce qu'on n'hésite pas à reprendre l'autre, puis c'est accepter que ce sujet-là, t'as toujours tort. Tu sais, c'est comme... Oui. Il y a des sujets, évidemment, qu'on argumente, mais il y a des sujets qu'on n'argumente pas. L'argument de « j'ai raison d'être sur mon téléphone » n'existe pas, là. Donc, vous justifiez jamais? Ben, en tout cas... J'essaie de voir quand est-ce qu'on s'est... Ah oui, je faisais juste regarder telle affaire. Ou oui, il faut juste que je finisse à envoyer un courriel. C'est plus subtil. C'est justement, t'es sur quelque chose d'important. Ouais. Puis,
à moins que ce soit vraiment, 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 vraiment urgent et important, la réponse est toujours « Oh non. » Mais en fait, c'est une façon de laisser le téléphone. C'est comme votre code. C'est le code de dire à l'autre « Slack le téléphone, c'est pas le temps. » Ça vous agresse jamais, tu sais, parce que moi, je pense, tu sais, nous aussi, on a ce discours commun-là, puis on essaie de faire des clins d'œil quand on sent que l'autre est sur sa machine, mais en même temps, des fois, c'est un peu dérangeant, tu sais, comme on disait tantôt, on est comme préoccupé, on est dans notre travail, puis là, l'autre nous c'est un irritant, renvoie un mais miroir. Mineur, parce que c'est accepté. Oui. Que c'est une intervention nécessaire, puis que s'il n'y a pas de bonne réponse à être sur l'écran pendant que l'enfant veut quelque chose, je sais pas là. Donc, non. Relativement consensuel. C'est un irritant. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est bon. Ouais. Puis j'avais une autre question parce que j'ai écouté l'entrevue que tu as fait avec Stéphane Bureau. Puis il y a une partie, moi, qui m'a interpellée personnellement parce que je me suis sentie vue, là, quand tu parles de, tu sais, essayer de voir c'est quoi ta vulnérabilité ou ta faiblesse ou qu'est-ce qui pourrait mettre en péril. Il en cherche. Oui. Pas Stéphane Bureau spécifiquement, mais en général, évidemment. C'est sûr. Les médias. C'est ça. Puis là, toi, tu veux pas aller là, sondages, ils veulent mais savoir, tu veux répondre, puis tu veux être authentique, puis intègre. Ouais. Puis tu as parlé de ta tendance à être premier degré, puis à vouloir que la vérité, puis la justesse de tes propos ou des faits, la rigueur dans les faits. Oui. Puis tu sais, moi, je me suis vraiment sentie vue là-dedans parce que c'est comme un running gag avec ma sœur depuis qu'on est petite, qui elle me dit, tu sais, Jules, tu sais, elle essaie de m'aider à lâcher prise. Souci de vérité, c'est pas tout le temps bon. Puis tu sais, c'est quelque chose que je vis aussi dans mes relations, qui peut être perçu comme une qualité. Puis moi, je le perçois comme une qualité parce que pour moi, l'authenticité, puis l'immédiateté, puis justement l'intégrité, c'est des valeurs qui sont profondes. Puis pour être en connexion, il faut être transparent, puis il faut être nous-mêmes. Ouais. De quelle façon, parce que ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Puis ça peut être confrontant pour certaines personnes, puis c'est pas tout le monde qui veut aller là, puis ça peut être même rochant des fois par certains moments, parce que pour nous, en tout cas, pour moi, c'est plus difficile de lâcher prise. Quand je vois des informations passer, puis tu sais, j'ai le goût de justement de recadrer les faits ou de justifier, ou puis là, ben on peut être perçu comme, puis c'est ce qui t'est arrivé, tu sais, comme étant soupe au lait ou irritable, pour reprendre les mots de Stéphane Bureau. Mais là, moi, je veux savoir, de quelle façon ça s'actualise dans ta vie de famille, ça? Parce que c'est pas juste en politique, là. Si ça fait partie de toi, est-ce que des fois, ça teinte l'interaction que t'as avec tes enfants? Tu sais, de vouloir que ce soit précis. Ben puis... ouais, mais ça, c'est tellement plus facile, là. Parce qu'il n'y a pas de désinformation à temps plein dans ma maison, là. Le problème de la politique, c'est que tes adversaires, certains d'entre eux, là, surtout, se spécialisent dans le mensonge et la désinformation à temps plein. Je comprends. C'est un autre degré, je comprends. Puis il y a un degré aussi de polarisation et d'idéologie beaucoup plus grand aujourd'hui. Tout en lien avec les médias sociaux, c'est-à-dire que ce que les gens développent, c'est des auditoires. Puis dans l'auditoire, tu sers ce que les gens voudraient entendre, que ce soit vrai ou c'est pas vrai. Donc, c'est l'atomisation de notre société dont il est question, mais j'ai pas ça dans la maison. Puis quand mes enfants mais il y a pas des moments, mettons, là, où tu pourrais avoir tendance à être un peu plus rigide ou directif, ou tu sais que quand c'est pas, mettons, ils disent pas exactement la bonne affaire, ou tu rentres pas là-dedans. T'es plus relax. Non, je suis pas plus relax, c'est juste ça va de soi, puis on a du fun là-dedans, là, on se regarde dans les yeux. Quand je me fais niaiser par mes enfants, là, je les regarde, puis ils partent à rire, là, je dis c'est beaucoup plus facile dans le milieu familial parce que c'est pas le désaccord qui est problématique, au contraire, le désaccord est fondamental. D'ailleurs, au Québec, c'est un bout avec lequel on a de la difficulté. On préfère ne pas avoir la discussion. On préfère ne pas, par exemple, s'interroger sur l'avenir du Québec, ça s'en va où? Mettre ça en dessous du tapis plutôt que d'avoir une confrontation verbale. Là. Hey, ça, là, on n'en veut pas. Alors que le désaccord, il est fondamental. Le désaccord permet de réorienter lorsqu'on est dans l'erreur. Et de pouvoir donc échanger sur pourquoi on est dans l'erreur ou pas. C'est l'étape 1. Une entreprise privée dans le cadre duquel il n'y a pas de désaccord, puis que sur le conseil d'administration, tout le monde fait ah oui, on manque de perspective. C'est certain que cette entreprise-là s'en va dans le mur. C'est le phénomène Kodak. Dans mon MBA lointain, là, il parlait d'un conseil d'administration qui ne voyait pas de problème à s'accrocher à la technologie du Polaroid puis de la photo qui sort ou qu'on fait développer chez Jean Coutu. Alors que le virage numérique s'en allait de manière évidente, là, s'en venait à grands pas.
puis ils ont raté le virage. Mais c'est parce qu'il y avait personne pour vivre le désaccord. On a vécu ça dans une certaine mesure aussi sous la CAQ, là, le phénomène du groupthink, de la pensée de groupe, c'est-à-dire cette volonté de tous dire la même chose pour se sentir validé, comme on disait tantôt. Ouais. Dans un noyau familial... C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi. Oui, tu veux l'approbation. Oui. Puis le désaccord mène à de l'hyper... à des propos qui sont haineux. Oui. À de la polarisation. Et voilà. Dans un milieu familial, tu veux du désaccord. Là. Moi, ma fille est en protestation constante. Là. Laurette proteste, comme je protestais à son âge. C'est bien correct. Puis on argumente. Puis des fois, je le perds, puis des fois, je le gagne. Mais c'est fondé sur le contrat social qu'on recherche la vérité et que les faits importent. Ce désaccord-là est ingérable. Mais c'est très intellectuel aussi, comme façon de le voir. Oui, mais c'est fondamental. Au sens où, oui, mais ça tient pas nécessairement compte de l'univers émotionnel, par exemple, de l'enfant à ce moment-là. Oui, mais ça fait si on est juste dans les faits, puis dans la vérité, puis dans justement l'intellectualisation, parce que notre but, c'est pas nécessairement d'avoir raison avec nos enfants. Moi, tu vois, je le vois pas comme ça. Comment tu le vois? C'est un exercice où le désaccord fait partie de notre quotidien et l'argumentation doit être basée sur ce qui est arrivé, sur les faits. Puis à la fin, il va y avoir une résolution qui permet à l'émotion de trouver sa place. Mais je préfère nettement une famille vocale avec des épisodes de discussions houleuses à une famille qui enfouit les trucs. Je te dis, tu t'entendrais bien avec mon père. C'est vrai? Puis c'est... Étant donné que j'ai 20 ans puis toi 50, je peux parler de toi comme ça. Je peux te comparer à mon père. Non, mais c'est parce que chez nous, c'était comme ça. Tu sais, puis il a toujours dit, je veux que mes filles... Tant que tu traverses pas la ligne me du respect... confrontent, puis qu'on argumente, puis ça fait vivre de l'inconfort à plein de chums qu'on a eu ou de gens qui viennent chez nous, parce que nous, ça nous dérange pas de parler fort, ça nous dérange pas de pas être d'accord, puis on est confortable là-dedans. Tant qu'il n'y a pas d'attaque personnelle puis que c'est respectueux, c'est tu sûr. peux même lever le ton, là. Mais tout ça est fondé sur la recherche de vérité. Parce que le problème à l'échelle sociétale, c'est que si ce qui est vrai puis ce qui est absolument faux sur le plan factuel n'a plus d'importance, le relativisme total, il y a plus d'espace de dialogue. Ça donne rien. Parce que l'autre va répéter quelque chose de toute façon, parce que les faits n'existent pas. Et là, ça devient pas mal plus compliqué que dans le milieu familial, parce que tu es toujours en train de te fatiguer à essayer de corriger des entreprises de désinformation. Puis souvent, c'est le phénomène d'entretenir un microcosme. Là. Tu le vois dans les partis plus polarisés. Là. Ils ont bâti leur chambre d'écho avec certains préceptes idéologiques. Puis que les faits rentrent dans la case ou pas, on va juste twister le fait puis donner ce que ce microcosme-là veut entendre. Et ça donne des intentions de vote limitées, mais très, très dures. Parce que même si tu t'assois avec la personne qui est dans cette bulle-là, les faits, probablement ne les influenceront pas tant que ça. Ça, c'est brûlant. On est plus dans la croyance pour des gens comme nous, idéologique que les faits. C'est brûlant. C'est brûlant. C'est complètement brûlant. Au sens que c'est très exigeant, oui. Puis moi, je serais pas capable de faire ce travail-là parce que justement, j'ai besoin d'être dans du développement, dans de l'espoir. Alors voici comment tu peux. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé. Il ne faut pas chercher à convaincre ou à obtenir un résultat dans l'interaction. Il faut simplement servir du mieux possible la vérité puis les faits. Pas qu'on détient la vérité, nos valeurs, nos convictions, mais qu'on la recherche dans le sens de la recherche d'objectivité factuelle. Et en soi, c'est une finalité. Et à ce moment-là, ça t'enlève le poids... D'être engagé envers cette vérité-là. Moi, que ce soit le mouvement... les microcosmes Facebook et Insta de gauche radicale ou de droite radicale libertarienne, j'ai appris à accepter qu'on va me répondre une autre couche de distorsion factuelle. Puis j'ai lâché prise, je le fais quand même par souci de service de la démocratie et de puis pour servir ta mission. Service de la valeur de la recherche des faits objectifs dans le débat. Puis ensuite, les faits objectifs peuvent mener à des conclusions différentes entre toi et moi. On peut ne pas être d'accord. Mais au moins,
on s'est concentré sur une base factuelle qui nous permet un dialogue. Oui. Il y a une interruption du dialogue social si les faits objectifs n'ont plus d'importance, puis tu peux les déformer. Et c'est un impact, à mon avis, des médias sociaux, c'est que c'est tellement tentant de se bâtir une clientèle sur la base d'un environnement factuel qu'on est toujours en train de modifier pour entretenir cette clientèle-là, que ça crée une fracture. Donc, les affaires de médias sociaux et d'écran sont une vraie menace à la démocratie. On le voit partout en Europe, puis au jugement critique aussi. En Amérique latine aussi. Parce que si on veut que nos enfants développent leur jugement critique, ils doivent lire en bonne partie, puis développent une réelle empathie, puis une pensée qui est plus complexe, qui est plus sophistiquée. Ils doivent avoir accès au langage écrit, puis ils doivent aimer lire. Puis ça, c'est super bien documenté aussi. C'est pour ça que moi, je dis toujours que le meilleur antidote à tous ces mots-là, c'est l'amour des livres. Parce qu'on veut justement que nos enfants développent ce jugement critique-là, puis qu'ils soient capables de faire la part des choses dans une société où on est submergé d'informations quelconques. Ouais. Puis la perte de confiance aussi qui découle de ne plus savoir où l'information est fiable et où elle n'est pas fiable. C'est pour ça qu'on est chanceux aussi d'avoir, Parce que la confiance est aussi un indice de bonheur et de dialogue. Là. En ce moment, on a une entrevue parce que j'ai lu ton livre, j'ai vu quelques-unes de tes interventions, j'ai confiance dans le sens où je ne suis pas sur la défensive en ce moment, on jase, et vice-versa. Quand tu as confiance envers les autres, les institutions, tout chute parce qu'il n'y a plus rien de vrai, ça mine autant le bonheur que la capacité de rentrer en contact avec les autres de manière constructive. Ouais. On est là-dedans, à mon avis, à l'échelle sociétale. À nouveau, je pense qu'il y a des solutions à ça. Mais c'est pas une époque facile de ce point de vue-là. Et j'essaie de voir qu'est-ce qui a changé tant que ça. Oui, ça nous ramène à des changements technologiques parce que sinon, quoi d'autre a changé tant que ça? Oui. Puis de toute façon, c'est documenté aussi, là. Ce processus d'individualisation-là, puis tout ce qu'on a nommé précédemment. Fait que disons que c'est un point de départ, mais il y a beaucoup de travail, puis trouver les bonnes politiques publiques qui sont équilibrées entre la liberté des gens et l'intérêt public. Qui vont être efficaces aussi. Puis qui seront pas rejetées, qui vont être... Il y a encore beaucoup de travail devant nous, à l'évidence. Puis on se souhaite quoi, Paul, pour l'avenir? Si on avait une baguette magique. Moi, ce serait une population qui progresse vers de la santé et du bonheur, et non pas qui régresse. Et on est dans des années de régression de la santé mentale, de la santé physique et du bonheur. C'est là. Donc, il faut renverser, il faut trouver une façon de renverser ça. Et quand on est en progression, la vie sera jamais parfaite, elle est toujours exigeante, elle est toujours même cruelle d'une certaine manière, la vie. Mais quand on progresse, c'est une autre situation que quand on régresse. Il y a la question environnementale qui est là-dedans également. Il y a plusieurs autres questions où est-ce que je nous souhaite puis c'est ça le sens de mon engagement à moi, c'est de retrouver une société qui progresse dans la bonne direction. Puis c'est le propre de la nature humaine aussi. Tu sais, on a beaucoup parlé de connexion, mais nous sommes les êtres capables d'évolution, d'adaptation. Mais l'espoir. Oui. Quand tu as espoir, tu peux traverser des conditions plus difficiles. Quand tu n'as plus espoir, puis c'est vraiment le pessimisme qui prend la place, se lever le matin, c'est pas la même chose. Puis c'est tout lâche aussi. Voilà. Parce que c'est cet espoir-là qui nous nourrit, qui nous garde motivés, qui nous fait sécréter de la dopamine, puis de l'endorphine, puis de la sérotonine, puis qui nous protège dans notre santé mentale et dans notre bonheur. Et merci, Paul. À une prochaine. C'était super intéressant. On a eu du fun quand même, finalement. Ouais, bon, OK.